Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Impression de technopaysage. Conches, dans le Haut-Valais, dans ce coin des Alpes où le Rhône n'est encore qu'une petite rivière proche de sa source. Une quantité de réseaux parcourt la vallée. Câbles électriques, aériens, routes, tunnels et voies sommitales accessibles uniquement en été. Voie ferrée du Matterhorn-Gotthardbahn qui transporte autant les passagers que les véhicules en ferroutage pour éviter le col de la Furka. Piste de ski de fond ou de raquettes constellées de panneaux orange Suisse Gaz rappelant la présence du gazoduc souterrain. Impression d'observer une montagne-machine avec cette ossature technique qui convertit l'environnement en infrastructure productive. Hybridation façon Victor Frankenstein, faite de géologie et de pylônes électriques, de cavités, de rails, de barrages, de bunkers plus ou moins vigoureux, de téléphériques, de tuyaux, de routes, d'antennes de téléphonie mobile ou de rivières au cours rectifié. La montagne-machine, un motif récurrent dans les Alpes, avec les cours d'eau, les fonds de vallée, les reliefs recouverts de tout cet appareillage. Voilà, bienvenue sur les ondes de la Radio Anthropocène. Nous sommes aujourd'hui installés au Musée d'art contemporain à Lyon et nous sommes en présence de Nicolas Nova, dont je viens lire un petit extrait, un fragment même, puisque c'est un fragment qui s'intitule « Impression de technopaysage » et qui est présent dans un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Fragments d'une montagne. Les Alpes et leur métamorphose ». Donc, bonjour, bonsoir, Nicolas Nova. Merci de nous rejoindre à la Radio Anthropocène. Bonjour à vous, merci. Bonjour. Pour nos auditeurs, je vais simplement rappeler que vous êtes anthropologue, vous êtes designer, vous enseignez à la Haute École d'Art et de Design à Genève. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages. En dehors de celui-ci, il y a les exercices d'observation, mais il y a aussi le bestiaire anthropocène, puis toutes sortes d'ouvrages qui sont liés à votre rôle de designer, d'anthropologue. Mais vous n'êtes pas que designer anthropologue, vous êtes un être parfaitement hybride, je pense, voilà. J'ose imaginer, puisque à travers vos différents sujets et vos différentes pratiques, on comprend que vous êtes un observateur, vous êtes un enquêteur, vous êtes un marcheur surtout, un arpenteur, un explorateur même, un archéologue dans le monde physique, mais aussi dans le monde immatériel. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous vous identifiez avec ces rôles? Oui, absolument. Alors, archéologue, peut-être pas, mais le reste, oui, parce que moi, j'ai une formation un peu pluridisciplinaire à la base, à Lyon. J'ai une formation en sciences naturelles, dans laquelle j'ai appris à faire des herbiers, à décrire les minéraux. Enfin, j'ai fait une licence de sciences de la vie et de la terre. Et du coup, j'ai été formé à l'enquête extrêmement minutieuse sur les environnements naturels, dans lequel une des composantes des éléments naturels, c'est qu'il y a des êtres humains qui ont des outils qui peuvent être des silex, mais qui peuvent être aussi des ordinateurs, des smartphones. Et avec le temps, je me suis distancié des sciences naturelles pour travailler sur les questions d'anthropologie des techniques. Et du coup, à observer des gestes, des postures, des cultures matérielles. Et donc, à travailler sur la question de comment on observe, comment on enquête sur ces différents mondes, et donc de croiser tout ça. Le livre Exercice d'observation, c'est finalement de mettre un peu sur le même plan les démarches d'enquête, d'observation, d'attention au monde, qui soient minérales, qui soient végétales ou qui soient évidemment liées aux objets techniques. Alors ça ne veut pas dire qu'on les observe de la même manière, ça ne veut pas dire qu'on analyse ces phénomènes de la même manière, mais en tout cas ça fait partie de moi, de ma formation d'enquêteur. Alors, on dirait, puisque vous évoquez à la fois les enquêtes, mais aussi les protocoles qui font partie des enquêtes, que de ce point de vue, vous enquêtez aussi sur les enquêtes et sur les protocoles. Oui. Donc vous êtes toujours dans une démarche double. À la fois, vous suivez des protocoles, vous les tricotez, vous les détricotez,
Et vous observez ce tricotage et ce détricotage pour en fabriquer d'autres, pour réenchérir avec d'autres observations. Parce que typiquement avec le bestiaire de l'Anthropocène, l'objet de vos récits, ce sont les récits eux-mêmes. Donc vous vous inscrivez peut-être dans ce paysage que vous ne cessez de parcourir. Voilà, et puis ce qu'il faut rajouter là-dedans, c'est que les projets que je mène, ils sont souvent réalisés en collaboration. Le bestiaire de l'Anthropocène, c'est avec un collectif d'artistes, d'Innovation. J'ai fait un livre d'enquête sur les magasins de réparation de smartphones avec une collègue designer, artiste et anthropologue, Anaïs Bloch, qui est sur d'utiliser le dessin pour comprendre ces boutiques de réparation. Donc à chaque fois, toutes ces pratiques viennent aussi nourrir ma propre manière d'enquêter. Et donc quand on fait cela, c'est important d'un point de vue, je dirais à la fois d'un point de vue académique, mais aussi du point de vue de réaliser une enquête pertinente, mais c'est d'avoir une réflexion sur comment on enquête sur le monde que l'on réalise, comment on peut s'inspirer des démarches qui viennent, par exemple des pratiques artistiques ou des pratiques de design, des pratiques de création, et d'avoir une réflexion sur la pertinence de la restitution, du mode, de la forme de restitution des enquêtes, qui fait partie du monde d'aujourd'hui, pour s'adresser à un public plus large, pas uniquement les collègues académiques, pas uniquement les étudiantes et les étudiants, mais aussi un public beaucoup plus ouvert pour faire réfléchir, faire réagir, faire comprendre en fait le monde troublé, comme le dit l'anthropologue Dana Haraway, le monde troublé d'aujourd'hui. Alors, revenons peut-être à l'ouvrage que vous venez de sortir, qui a une forme qui fait penser à des récits de voyage. Donc, d'ailleurs, vous l'affirmez dès le début, vous nous donnez un petit peu des pistes de lecture. On sait qu'il s'agit des fragments vécus, puisque tous les fragments sont liés à une observation ou une expérience ou un souvenir ou quelque chose qui s'est passé lors de votre parcours des Alpes. Et nous sommes donc en face à une montagne de fragments qui pourrait être en quelque sorte infinie, puisque c'est une collection de fragments, mais qui est délimitée uniquement par la forme du livre. Mais on pourrait imaginer que c'est une sorte de dictionnaire infini, voire collectif, voire polyphonique, sans fin, sans forme. Donc c'est presque aussi une sorte de non-forme, l'abolition de début à la fin. Mais bon, nous n'avons pas énormément de temps aujourd'hui, donc je vais essayer de recentrer autour de quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Vous abordez le sujet des Alpes, et j'aimerais bien qu'on parle des Alpes, puisque nous ne sommes pas loin des Alpes. Nous, d'ailleurs, autour de la table, nous sommes plusieurs à pratiquer la montagne, à la visiter régulièrement, à faire des observations. Donc, évidemment, on ne peut pas ne pas nous reconnaître dans les observations que vous proposez dans votre livre, d'où ce premier extrait qui m'a vraiment, personnellement, rappelé de nombreux voyages dans les Alpes. Alors, j'aimerais vous demander, aujourd'hui, après ce livre dont les Alpes sont le sujet quand même, pour vous, les Alpes, c'est quoi comme objet? Alors, comme être, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Pour moi, je dirais, si je devais résumer, c'est un assemblage composite d'une quantité d'entités qui sont beaucoup plus larges que ce qu'on imagine dans le grand public quand on dit les Alpes et on imagine une station de ski. Les Alpes, c'est une hybridité de nature, de technique, c'est même des espèces naturelles qui à l'époque n'étaient pas du tout alpines. Le sorgho par exemple, qui est une culture qu'on n'avait pas du tout dans les Alpes mais qui aujourd'hui est cultivée. Ce sont aussi des créatures mythiques du passé qui sont réinventées. Il y a on pourrait faire tout un bestiaire en fait, de créatures folkloriques qui sont réinventées pour comprendre en fait cette relation avec les montagnes, avec les glaciers, qui sont perçus par certaines personnes comme des êtres animés. C'est aussi finalement les populations nouvelles qui viennent y vivre parce que des espaces et des territoires sont délaissés, mais par contre des migrants viennent y passer pour venir en Europe. Donc c'est comprendre cette pluralité de mondes qui sont présents dans cette espèce de microcosme et qui pourrait aussi, de mon point de vue, être pris comme l'épine dorsale de l'Europe. Si on prend les Alpes du sud de la France jusqu'à la Slovénie, c'est une forme pour l'Europe de l'Ouest d'épine dorsale qui peut nous amener à réfléchir en fait sur qu'est-ce que c'est que l'Europe dans laquelle on vit aujourd'hui, microcosme des problèmes du monde,
depuis les montagnes et non pas depuis les centres urbains, qui sont un point de vue intéressant, mais moi j'essaie de montrer ça dans le livre depuis les espaces d'altitude. Les Alpes qu'on appelle communément aussi le château d'eau de l'Europe, puisque voilà. On pourrait imaginer facilement que peut-être la moitié ou si ce n'est 2/3 des populations européennes sont alimentées en eau en provenance du massif alpin. Donc voilà. Et vous rentrez bien sur ce terrain où les Alpes, c'est tout de suite, on sent que c'est tout de suite un monde ou des mondes qui sont peuplés, fortement peuplés. Et c'est peut-être les entités qui peuplent ces montagnes qui finalement apparaissent dans vos observations, mais aussi dans les récits que vous rapportent d'autres voyageurs, que vous croisez, que vous entendez parfois au café, au café, dans tout le train. ça. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'on est conscient de cette richesse de vie qui se trouve, de vie matérielle et immatérielle, qui est dans les Alpes? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on pense tout de suite au ski. Enfin, on a une tendance à simplifier. Il manque quelque chose quand même dans notre culture. Alors je pense que les gens qui vivent sur ces territoires en ont conscience. Mais par contre, dans un public plus large, en fait, il y a une espèce de méconnaissance ou d'associer en fait tous ces espaces un peu dans un même espace même territoire de vie, avec un manque de compréhension de la diversité des pratiques, alors que c'est des langues différentes qui peuvent exprimer dans des patois, dans des langues comme le français, l'italien, les patois, les dialectes suisse-allemands, l'autrichien, slovène, etc. En allemand également, toute une diversité de relations à la neige, aux montagnes, aux glaciers, aux vallées, à l'eau, à des problèmes de pollution, et qui en fait, alors évidemment, on peut les prendre de manière positive ou négative, mais c'est pas ce que je cherche à faire dans l'ouvrage. C'est plutôt de montrer, en fait, toute une diversité de rapports, de relations à des entités que l'on n'a plus forcément en tête si on ne va pas sur le terrain. Alors, il y a un côté un peu éco-poésie, éco-poétique, ça s'inscrit aussi dans ces récits de voyage, et une manière de magnifier ou de mettre en lumière en fait toute cette langue très riche que l'on peut y trouver, mais c'est aussi le fait de montrer que ça peut être une source d'inspiration, de s'inspirer comment dans des pratiques antérieures de relation à l'eau, aux forêts, dans les pratiques nouvelles de comment on fait une cérémonie de carnaval ou comment on fait une cérémonie d'adieu à un glacier aujourd'hui. Il y a des choses pertinentes pour retrouver aussi des formes d'espoir, pour se confronter au changement global et à la crise environnementale. Justement, le changement global, on voit bien à travers les fragments qu'on ne peut pas nier que quelque chose se passe. Oui. Et particulièrement dans la montagne, particulièrement des gens qui pratiquent la montagne, qui y vivent, qui y en viennent. Ils sont en quelque sorte en première ligne d'observation de phénomènes extrêmement violents, massifs et brusques et très rapides. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a des entités qui s'éveillent, qui apparaissent et qui disparaissent. Ça nous fait penser à des récits évidemment de la fin du monde, mais les récits des montagnes sont souvent tissés de mythes, du bien et du mal, des effondrements, des éboulements. On sent que les tragédies dans les montagnes sont à peu près dans chaque vallée. Chaque vallée a sa propre tragédie. D'ailleurs, vous parlez du barrage, qui est un barrage qui a lâché au début du siècle, si je ne me trompe pas, et qui a évidemment marqué les esprits. Vous enquêtez donc à la fois sur les dispositifs, sur les habitants, sur des habitants humains et non humains, mais aussi sur les hybrides, sur les spectres, sur les fantômes, des choses lointaines qui quand même se font présentes en quelque sorte. Oui. Toute cette cohabitation d'humains et de non-humains. Et j'ai l'impression que derrière, il y a une sorte de question, comment cohabiter ? Comment est-ce qu'on cohabite déjà ? Et comment est-ce qu'on apprend à cohabiter ? Oui, c'est vrai que le livre est en fait à la fois une espèce de panorama de tout un ensemble d'entités alpines. Alors, c'est les glaciers, les montagnes, des montagnes machines, des tunnels, des barrages, des panneaux solaires, des êtres humains qui font des cérémonies de carnaval avec des créatures mythiques. Mais au-delà de ça, c'est aussi quelle relation
toutes ces populations-là créent avec ces entités. Alors, qui peuvent être de l'ordre de les empêcher, de les contrer, des gens qui vont lutter contre le lion turin, par exemple, ou d'autres qui essayent de favoriser des objets techniques en créant des panneaux solaires sur des barrages eux-mêmes artificiels. Donc, on voit qu'il y a toutes sortes d'imaginaires, de confiance ou de critique des objets techniques, par exemple. C'est aussi des relations de l'ordre de comment on s'organise collectivement. Par exemple, le travail d'Elinor Ostrom sur la gestion des communs est inspiré en fait de travaux d'anthropologues qui décrivaient comment les canaux d'irrigation en Valais ont été construits et organisés avec des sociétés qui s'appellent des consortages, qui sont ni des sociétés privées ni des sociétés publiques depuis des centaines d'années et qui peuvent revenir au goût du jour aujourd'hui. Cette espèce d'intérêt vernaculaire peut revenir aujourd'hui. Donc c'est de mettre un peu sur le même plan en fait une espèce de panorama des imaginaires avec plus ou moins de confiance dans la technique, plus ou moins de confiance dans les êtres humains, avec l'idée de se dire qu'est-ce qu'on veut en tant que société, quel chemin serait possible à nous, et qui, évidemment, je donne pas de réponse, mais qui, en conclusion, c'est de dire quels sont ces mutualismes, cette manière de vivre avec toutes ces entités. On pourrait construire, adopter, réinventer, s'en inspirer, etc., etc. Avec un côté accessible, je pense. Au moins que des récits, de nouveaux récits, ou peut-être des récits anciens qu'on a un peu oubliés, mais qui sont toujours susceptibles de venir nous indiquer peut-être des moyens d'agir, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi. Quand on va dans la montagne, on pourrait aussi dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a moyen de déconstruire, par exemple, des stations de ski? Est-ce que ce ne serait pas à l'ordre du jour Alors, ce n'est pas forcément des choses qui nous tombent dessus en disant voilà, c'est ça exactement qu'il faut faire, mais c'est des formes d'inspiration, c'est des formes de réflexion, de prise en compte d'autres acteurs que l'on n'avait pas forcément en tête. Aujourd'hui, dans la région de Briançon, la présence de migrants qui viennent, mais en même temps la présence aussi d'acteurs d'extrême droite qui essaient de contrer cela. Alors tout ça, c'est pas des solutions, mais par contre, ça nous fait comprendre la complexité et la pluralité en fait des mondes alpins dans lesquels on vit. Et moi, ce que je cherchais à faire, c'est pas donner la réponse, mais c'est de montrer en fait cette pluralité comme préalable en fait à des formes de réflexion sur avec quel monde on veut vivre, de quelle manière, en se disant les Alpes peuvent être une forme d'inspiration pour construire, non pas pour nous donner la solution toute faite, mais pour construire en fait un point de vue différent sur le monde en train de changer. Et peut-être pour poursuivre là-dessus, en fait, souvent dans les travaux que je mène, il y a une partie descriptive du passé et du présent, très ethnographique, comme celui-ci. Et souvent, j'aime bien adosser ça à une partie plus prospective et spéculative. Et donc, il y a un prolongement à ce livre, en fait. Je me permets d'en parler maintenant, qui est de prendre un territoire alpin particulier, qui est la vallée de Chamonix, et d'utiliser toute cette matière de l'enquête que j'ai réalisée ici pour créer un jeu de rôle, un peu à les jeux de rôle à la Donjons et Dragons, en moins belliqueux, qui essaye de trouver des dispositifs de construction de récits. En fait, on joue, et jouer, c'est collectivement raconter des récits sur Chamonix en 2035, en 2040, en 2080. Et en fait, c'est un jeu qui s'appelle Chamonix Sentinelle, avec l'idée, en fait, de partir de cette enquête pour créer des scénarios, pour faire parler les gens, en fait, construire des récits sur, non pas le changement, les glaciers disparaissent, mais plutôt qu'est-ce qui se passe quand une compagnie électrique veut mettre un barrage à la place de la mer de glace, que, il y a une redécouverte d'espaces qui disparaissent, quand il n'y a plus des glaciers, et donc il faut explorer ces territoires et construire quelque chose de nouveau sur ces territoires. Donc, c'est juste pour vous expliquer comment, dans ma démarche, il y a aussi la volonté de passer de ces récits, le fragment d'une montagne, à des formes de recherche-action, en fait, qui incitent, non pas à trouver des solutions, mais à construire des nouveaux imaginaires sur la vie dans les montagnes, et donc la vie dans le monde aujourd'hui avec le changement global. Donc je ne me suis pas trompé, c'est effectivement un livre infini que vous avez commencé, puisqu'il y a déjà une suite, il est déjà en train de se prolonger, il est déjà en train de déborder, et j'ai l'impression qu'il peut également se retrouver dans d'autres mains, et il peut être repris, il peut être peut-être augmenté même à votre insu. Et il y a un petit personnage qui fait partie du livre qui m'avait assez surpris, c'est Frankenstein. Voilà. Alors comment Frankenstein, qui est quand même peut-être le symbole, qui fait partie du bestiaire, en quelque sorte de la modernité et de la même postmodernité, mais comment il a pu atterrir dans les Alpes et dans votre livre ?
Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est qu'en fait, Frankenstein, le personnage, ce docteur genevois qui a été inventé par Mary Shelley pour créer cette espèce de monstre, cette créature artificielle, en fait, il était à Genève, en fait. C'est dans le récit de Mary Shelley, qui a passé du temps à Genève et dans les Alpes, a construit, en fait, un récit autour de cette personne. Et il y a un passage de Frankenstein dans lequel le docteur Frankenstein et la créature sont à Chamonix, au-dessus de la mer de glace. Et c'est d'ailleurs le passage dans lequel la créature décrit comment elle a appris le langage des humains, comment en fait elle est devenue quasi humaine, mais en même temps monstrueuse. Et je trouvais intéressant d'utiliser en fait cette entité. Alors souvent, Frankenstein, on l'associe à la créature alors que c'est le créateur, mais d'associer cette entité monstrueuse aux Alpes elles-mêmes, en fait, qui est une espèce d'assemblage de naturel, la chair dont est faite la créature, mais aussi d'éléments artificiels, techniques. Et je trouvais c'était un des personnages un peu métonymiques, au même titre que Gargantua, d'ailleurs, qui est aussi présent dans le livre, pour décrire en fait ces Alpes, cette montagne machine qui est mi-naturelle, mi-artificielle, et qui est un peu une manière de décrire le monde d'aujourd'hui. On sent que les Alpes sont aussi une caisse de résonance, puisque les récits, les habitants, tout ça, ça se reflète et ça résonne les uns dans les autres, ça se prolonge, ça se télescope. Voilà. D'ailleurs, la créature de Frankenstein, j'ai l'impression que pour certains auteurs, ça peut aussi être nous-mêmes, les humains, qui sommes aussi bien entre guillemets naturels et entre guillemets artificiels. Enfin, je mets des guillemets pour parler plus loin dans les explications. Mais quand on a des lunettes, la lumière bleue change notre regard, on a des dents. Donc nous sommes aussi une créature qui peut-être essaye de trouver son chemin de sortie de quelque chose. Et vous parlez d'un endroit précis où précis, donc dans la montagne, où le créateur converse avec la créature. Et vous y êtes allé. Oui, donc, voilà. Absolument. Et à ce moment-là, la créature de Frankenstein, après avoir conclu un dernier accord, elle part, elle court vers la marée des glaces. Ouais. Et pour vous, cette fin, ça signifie quoi ? C'est quoi ce départ ? Alors dans l'ouvrage, il y a une manière de casser. Enfin, la créature sent qu'elle est plus, elle est plus humaine ou elle n'est pas humaine, et du coup, c'est une fuite et puis qui va amener à toutes sortes de catastrophes et de problèmes. Bon, moi là-dessus, j'aurais pas, par rapport à ce que je disais avant du caractère métonymique ou métaphorique de la créature, je pense pas qu'il faut prendre ça tout au pied de la lettre. Ce qui m'intéressait plus, c'était de voir que l'entité, la créature, expliquait son caractère à moitié humain, et en même temps qu'elle était faite de chair et de machine, et qu'elle avait acquis le langage. Et ça m'évoquait dans la science-fiction ce terme de singularité, qui revient souvent dans la science-fiction aujourd'hui, quand les machines deviennent plus intelligentes que les humains. Maintenant, le côté de la fuite, c'est peut-être aussi qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, on fait ? Est-ce qu'on fuit ou est-ce qu'on se confronte à ce changement global ? Moi, je serais plutôt du point de vue, on s'y confronte avec ce que je disais tout à l'heure, en fait, tout un éventail de pistes, de possibilités duquel on peut s'inspirer, ou peut-être construire des manières de sortir de la crise dont on est la victime aujourd'hui. Nicolas Nova, je vous remercie. Ça sera probablement le mot de la fin, puisque notre temps est écoulé. Je vais simplement rappeler que vous venez de sortir un livre qui s'intitule « Fragments d'une montagne » aux éditions Le Pommier. Et nous sommes très heureux de savoir qu'il y a déjà une suite. Et nous espérons vous retrouver prochainement au micro de Radio Anthropocène. Merci de l'accueil. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.